Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce deuxième module de formation sur les droits humains et les solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique. S'appuyant sur la présentation du module 1, quant aux relations entre 12 droits humains et SFN, le module 2 se concentre sur l'identification et l'atténuation des risques que peuvent entraîner les SFN pour ces 12 droits humains. Rappelons tout d'abord que parce que les droits humains et la santé des écosystèmes sont intimement liés, les droits humains ne peuvent être respectés sans qu'aient été préalablement mises en place des mesures de sauvegarde environnementale protégeant la biodiversité et les systèmes naturels. Inversement, la biodiversité et les systèmes naturels ne peuvent être protégés ou bien gérés sans des garanties sociales adéquates pour protéger les droits humains. Les thèmes suivants sont abordés dans ce module. D'abord, comprendre en quoi consiste une évaluation des risques en matière de droits humains pour les projets SFN. Ensuite, comment effectuer une évaluation des risques en matière de droits humains. Enfin, de quelle façon les évaluations des risques éclairent-elles et favorisent-elles la mise en place d'un système de gestion environnementale et sociale, SGES. À l'issue de cette formation, nous espérons que vous aurez une meilleure compréhension de l'importance des évaluations de risques et des systèmes de gestion environnementale et sociale, SGES, en lien avec des projets SFN, et que vous saurez réaliser une évaluation des risques en matière des droits humains pour les projets SFN. Dans ce module, nous aborderons successivement pourquoi et comment réaliser une évaluation des risques, comment utiliser un outil d'évaluation des risques pour les droits humains, et enfin, nous conclurons rapidement sur les liens entre évaluation des risques pour les droits humains et les systèmes de gestion environnementale et sociale, SGES. Dans cette première section, nous expliquerons pourquoi il est nécessaire de mener une évaluation des risques et identifierons quelques points d'entrée possibles au sein d'un projet pour mener une telle analyse. Pourquoi réaliser une évaluation des risques? Les activités et les projets liés au SFN peuvent avoir des impacts à la fois positifs et ou négatifs, directs ou indirects, volontaires ou non volontaires, en termes de droits humains. Une évaluation des risques est particulièrement importante car la promotion d'un droit peut par exemple avoir des effets négatifs sur d'autres droits. La réalisation d'une évaluation des risques en matière de droits humains dans le cadre des SFN devrait ainsi être conduite lors de la conception du projet et garantir que des mesures appropriées soient prises afin d'éviter ou de minimiser des impacts négatifs des SFN sur les droits humains, mais aussi pour protéger, défendre et respecter les autres droits. Cette évaluation peut faire partie d'un système de gestion environnementale et sociale et être intégrée au design du projet. Il n'est pas possible d'identifier tous les risques éventuels avant le début d'un projet, car les SFN sont propres au lieu et au contexte, tout comme les risques environnementaux et sociaux associés. C'est pourquoi des évaluations des risques détaillés sont généralement effectuées au début d'un projet, dès les premières étapes de la mise en œuvre, afin de déterminer avec les différentes parties prenantes quels sont les risques propres au projet et les mesures potentielles à prendre pour prévenir ou atténuer les risques. Les évaluations des risques sont souvent intégrées au système de gestion environnementale et sociale SGES. Elles permettent de veiller à ce que des garanties environnementales et sociales soient intégrées au projet et qu'elles soient surveillées tout au long des processus. La réalisation d'une évaluation des risques en matière de droits humains peut être effectuée à l'aide des méthodes ou outils suivants. Un guide de questions d'évaluation des risques, afin d'aider à déterminer avec les parties prenantes les risques potentiels pour les droits humains propres au projet de SFN proposé, et à identifier les moyens de minimiser ces risques.
Cette activité peut être réalisée au moyen de discussions de groupe au sein de la communauté, les intervenants et intervenantes de la SFN facilitant les discussions en tenant compte des principes JETSI à partir du guide de questions. Une cartographie des ressources avec les membres de la communauté, y compris les personnes susceptibles d'être marginalisées, là où le projet risque d'avoir un impact ou de restreindre l'utilisation et l'accès aux ressources naturelles. Des outils de cartographie utilisés dans la région Pacifique pour des activités similaires existent, comme c'est le cas du guide de l'animateur pour une gestion des ressources naturelles intégrant la dimension de genre développée par l'ONG Live and Learn. Une analyse JETSI de la communauté concernée par le projet, comprenant au minimum un profil de base de la communauté avec des données désagrégées par sexe. La première analyse JETSI de la communauté concernée peut être effectuée à l'aide des outils disponibles tels que le Pacific Handbook for Gender Equity and Social Inclusion in Coastal Fisheries and Aquaculture. Le manuel pour la région Pacifique relatif à l'équité entre les sexes et à l'inclusion sociale dans la pêche côtière et l'aquaculture, ou l'outil d'analyse de l'équité entre les genres, le handicap et l'inclusion sociale pour les solutions fondées sur la nature dans les îles du Pacifique, développé par le programme régional océanien de l'environnement PROE dans le cadre de l'initiative Kiwa. Pour développer ce type d'approche, une gestion efficace des risques exige une coopération étroite avec les communautés concernées. Les équipes peuvent utiliser l'outil d'évaluation des risques pour définir les lignes directrices et faciliter les discussions avec la ou les communautés locales afin d'identifier les risques en matière de droits humains et les solutions ou mesures de réduction de ces risques. Cette coopération comprend également la collecte et le traitement des informations qui alimentent le processus d'évaluation et constituent la base des discussions entre les parties prenantes. Les sources d'informations sont nombreuses et varient en fonction des SFN. Les équipes peuvent commencer par une recherche documentaire afin d'établir une compréhension préliminaire du contexte, puis mener des entretiens avec la communauté, à la fois des entretiens individuels ou des discussions de groupe pour cartographier les risques et comprendre les différences entre les groupes au sein de la communauté. Déterminer les capacités à gérer les risques et élaborer des stratégies avec la communauté sur les mesures à prendre pour réduire ou minimiser les risques. Un effort important devrait être fait pour désagréger la collecte et le traitement des données par sexe, afin de soutenir le processus d'évaluation des risques et l'élaboration de stratégies de gestion des risques. Les entretiens avec divers membres des communautés fourniront par exemple des renseignements importants pour évaluer la capacité des femmes et des hommes à gérer les risques. Des mesures pratiques de gestion des risques doivent être mises au point avec les communautés qui contribueront à protéger et à promouvoir leurs droits. Des consultations le plus tôt possible avec les communautés renforceront l'appropriation du processus et faciliteront l'intégration des recommandations au plan de la mise en œuvre des SFN. La section suivante se concentre sur l'utilisation d'un outil d'évaluation des risques en matière de droits humains pour déterminer dans quelle mesure les projets de SFN peuvent avoir un impact sur les droits humains et la manière dont on peut envisager des actions permettant de minimiser ou d'éviter de tels impacts. L'exercice présente un projet de préservation forestière dans le Pacifique avec la création de la réserve de Ka'u. Nous réaliserons une évaluation des risques pour les droits humains associés à ce projet en utilisant les questions suivantes pour nous guider. L'outil d'évaluation des risques examine le projet à travers les 12 droits humains du module 1 pour identifier les droits affectés, les groupes à risque, ainsi que leur rôle et contraintes. Il propose également des actions pour éviter ou minimiser les impacts négatifs sur les droits. Quel est le problème? Les forêts du bassin versant de Ka'u abritent une biodiversité abondante et sont exploitées pour leur bois de grande valeur et pour le défrichage des terres à des fins agricoles. Certains agriculteurs ont défriché des forêts le long de la rivière,
rendant les rives instables. Les conséquences sont l'augmentation de l'érosion des sols, le transfert des sédiments par les cours d'eau, entraînant une sédimentation des zones côtières et affectant les récifs coralliens et autres écosystèmes côtiers en aval. Les villages vivant sur la côte se plaignent fréquemment auprès des autorités locales du fait que leurs récifs se couvrent de sédiments et sont en train de disparaître, ce qui affecte leur capacité à pêcher. Les femmes se plaignent souvent de devoir aller plus loin pour trouver de l'eau propre à la consommation et pour laver leurs vêtements. Pendant la saison des pluies, certains villages du bassin versant sont touchés par des inondations et parfois par des glissements de terrain. Certains anciens du village de Kaou sont inquiets et ont rencontré le ministère des Forêts pour demander de l'aide. Ils souhaitaient créer une grande réserve forestière destinée à protéger les forêts encore existantes avant qu'il ne soit trop tard. La proposition de projet a identifié 3 grandes zones forestières à protéger, situées au sommet des bassins versants. Autrefois, le village disposait de clôtures traditionnelles autour de ces forêts, mais cette pratique a cessé d'être utilisée depuis plus de 10 ans. Les anciens souhaitaient faire revivre cette pratique traditionnelle, car ils craignent que les jeunes ne commencent à oublier leur culture et leurs traditions. Des fonds sont également prévus pour former 2 gardes forestières de la communauté. Il est important de noter que bien que les villages comptent 5 clans, les parcelles à protéger appartiennent à seulement 3 clans du village. Commençons par examiner chacun des droits humains et les impacts négatifs potentiels liés au projet pour chacun de ces droits, ainsi que les actions d'atténuation à mettre en œuvre. Pour cela, développer une liste de questions centrées sur les droits peut aider à s'assurer que l'équipe qui effectuera l'évaluation collectera toutes les informations nécessaires à leur bonne intégration. Les questions qui vont suivre sont fournies à titre indicatif et peuvent varier en fonction des SFN selon les circonstances, le contexte et le niveau de détail requis pour l'évaluation des risques en question. Les voici. Quelles contraintes limitent la participation complète des femmes, des hommes et des groupes marginalisés au projet proposé? Quels groupes de la communauté sont affectés par la SFN et comment varie leur capacité à gérer les risques? Enfin, quelles mesures peuvent être prises pour réduire les impacts négatifs identifiés? Les 12 droits humains suivants et les questions associées peuvent aider à identifier, atténuer et minimiser les risques pour la réserve de Kaou. Les premiers droits sont la non-discrimination et l'égalité. Ces droits reconnaissent que tout être humain peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Considérez les questions suivantes pour la réserve de Kaou. Qui sera impacté par le projet? De quelle manière? Et certains groupes le seront-ils plus que d'autres? Une analyse des parties prenantes a-t-elle permis d'identifier les groupes pour lesquels les projets présentent un risque potentiel? Quelles mesures seront prises pour protéger les personnes les plus à risque? Les approches utilisées pour consulter et mobiliser les parties prenantes favorisent-elles certains groupes plus que d'autres? Comment les bénéfices du projet sont-ils répartis entre les différentes parties prenantes et dans quelle mesure cette répartition peut-elle être considérée comme juste et équitable? Enfin, existe-t-il des différences entre les femmes et les hommes ou tout autre groupe quant à la capacité d'avoir accès à l'information sur le projet et à l'utiliser?
Étudions ici les droits des personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap sont parmi les plus marginalisées. Elles sont confrontées à de nombreux obstacles, notamment pour participer à la mise en œuvre des SFN. Considérez les questions suivantes pour la réserve de cas où. Le projet de SFN proposé, et en particulier ses activités, tiennent-ils compte des voix, des droits et des besoins des personnes de la communauté en situation de handicap? Ces personnes participent-elles aux principaux processus décisionnels? Les avantages du projet de SFN bénéficient-ils aux personnes en situation de handicap dans toutes les communautés? Quels sont les obstacles qui empêchent ces personnes de participer au projet de SFN et de bénéficier des retombées du projet proposé? Le projet de SFN renforcera-t-il la résilience des personnes en situation de handicap? Pour la réserve de cas où, certains impacts positifs peuvent inclure un meilleur accès à l'eau potable et à la nourriture, ainsi que la réduction de l'érosion des sols et des inondations. Cependant, un impact négatif possible est la restriction de l'accès aux médecines traditionnelles. Pour atténuer ces risques, il est important d'adopter des approches participatives et inclusives qui tiennent compte des questions de genre et accordent une attention particulière aux personnes marginalisées. Il est également crucial de consulter les personnes en situation de handicap et de les impliquer dans les délibérations du comité de projet, de rechercher d'autres sites pour accéder aux médecines traditionnelles et de prévoir des activités spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Un environnement sûr, propre, sain et durable est nécessaire au respect, à la protection et à la mise en œuvre des droits humains. Pour le projet de la réserve de cas où, on peut se poser les questions suivantes. Qui bénéficiera du projet SFN proposé et de l'environnement sain prévu? Et est-ce juste et équitable? Si des infrastructures ou des travaux sont prévus, quels sont les risques environnementaux et quelles mesures de protection seront mises en place? Tout le monde a-t-il un accès égal aux informations sur les SFN relatives au projet afin de prendre des décisions sur les impacts de ce projet? S'il existe des comités environnementaux, qui y est représenté? Comment sont-ils nommés? Les comités fonctionnent-ils de manière à promouvoir des pratiques inclusives et justes? Quelques impacts potentiels sur le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable incluent, d'un point de vue positif, que tous les clans du village et toutes les communautés en aval pourront bénéficier d'une eau propre, d'une baisse des sédiments dans la rivière et la zone côtière, d'une diminution de l'érosion des sols et des inondations, mais aussi que les générations futures auront accès à des forêts saines. Sur le plan négatif, seuls 3 des 5 clans détermineront les conditions de la réserve, contrôleront son utilisation et son accès, et devront renoncer à l'utilisation extractive de la forêt. Certains groupes risquent d'être exclus des bénéfices de la réserve si des revenus sont générés à l'avenir, par exemple à travers un bail de conservation. Il peut également être fait l'hypothèse d'une intensification de l'utilisation de la forêt dans d'autres parties du bassin versant. Des actions potentielles pour remédier à ces impacts incluent, pour tout projet d'infrastructure ou d'ouvrage, la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement, de veiller à ce que les femmes, les jeunes et les autres groupes concernés soient inclus dans les comités environnementaux, d'évaluer soigneusement
qui seront les bénéficiaires de cette SFN et de s'assurer que cela soit juste et équitable. Les SFN doivent protéger et encourager le droit des personnes à une eau suffisante, sûre, propre et physiquement accessible, répondant à leurs besoins personnels et domestiques. On peut ici se poser les questions suivantes. L'une des SFN aura-t-elle un impact négatif sur le droit à l'eau en termes de qualité ou d'accès? Qui bénéficiera de la SFN liée à l'eau? Les interventions dans le domaine de l'eau incluent-elles des investissements en matière d'infrastructures? De même, les SFN doivent veiller à ce que la disponibilité alimentaire soit maintenue ou améliorée, ce qui inclut la nourriture provenant des ressources naturelles par la pêche, la chasse ou la cueillette, ou par les systèmes de production alimentaire. Ainsi, la réserve de Kaou aura-t-elle un impact direct ou indirect sur la sécurité alimentaire des personnes ou des communautés? Qui bénéficiera de la SFN en matière d'alimentation? Dans le cas de la réserve de Kaou, certains impacts peuvent inclure, d'un point de vue positif, de l'eau propre en aval, l'amélioration de la santé des récifs et de l'accès aux poissons plus près de la communauté côtière, une diminution de l'érosion des sols et des inondations. D'un point de vue négatif, l'intensification de l'utilisation des forêts dans certaines parties du bassin versant, un impact sur la qualité de l'eau au sein d'autres systèmes fluviaux. Les clans ayant des droits sur la forêt peuvent ne pas être en mesure d'accéder aux aliments forestiers, qui peuvent être des sources importantes de nourriture de repli pendant les cyclones, car plus résistants aux dommages qu'ils causent. Une mesure potentielle est de veiller à ce que les SFN contribuent à la protection ou au maintien des sources d'eau propres et abordent les problèmes de transfert de la gestion et de l'utilisation des ressources forestières d'un endroit à l'autre. Encore une fois, il est important d'évaluer soigneusement qui sont les bénéficiaires des SFN, ainsi que leur caractère juste et équitable, et de veiller à ce que des mesures soient prises pour prévenir les impacts sur la sécurité alimentaire. Les SFN doivent reconnaître les droits des populations à un abri convenable, au logement et à la sécurité d'occupation, notamment ceux des populations autochtones, à posséder, gérer et utiliser leurs terres ancestrales et ressources naturelles. Les SFN ne doivent pas conduire à l'expulsion forcée d'habitants de leurs terres. Demandez-vous s'il y aura une perte des droits fonciers et de l'accès aux ressources naturelles, et quelles personnes ou quels groupes seront touchés. Les femmes et les hommes ont-ils des droits différents en ce qui concerne l'utilisation et la propriété de la terre? Des personnes ou des groupes seront-ils déplacés? Les droits fonciers ont-ils une incidence sur les types d'activités que votre projet pourrait avoir besoin d'inclure pour assurer une répartition équitable des retombées du projet? Pour la réserve de Kaou, certains impacts peuvent inclure des impacts positifs, comme le renforcement des droits à prendre des décisions sur leurs terres ou la redynamisation des pratiques traditionnelles, telles que les clôtures, à titre d'exemple pour les jeunes. Mais aussi des impacts négatifs, comme de limiter l'accès aux forêts pour se procurer des aliments et des médecines traditionnelles, ou la réduction des opportunités d'activités génératrices de revenus. Comme action potentielle, la SFN doit évaluer les besoins en bois forestier ainsi que les utilisations des forêts par les communautés pour leur abri et habitation. En cas de déplacement de population ou de perte de droits, il convient d'obtenir leur consentement préalable, informé et libre, et d'envisager des mesures de dédommagement et de compensation. Toute perte de droits fonciers doit tenir compte de l'impact sur les générations actuelles et à venir.
Le droit à la santé est un droit global qui s'étend non seulement aux soins de santé, mais aussi aux facteurs qui déterminent une bonne santé, notamment l'accès à l'eau potable et à des équipements sanitaires adéquats, une offre suffisante d'aliments sains, la nutrition et le logement, des conditions professionnelles et environnementales saines, ainsi que l'accès à l'éducation et à l'information en matière de santé. Voici les questions qui concernent ce droit. Comment la SFN contribue-t-elle aux différentes dimensions de la santé et du bien-être? La SFN aura-t-elle un impact sur la santé et le bien-être des personnes ou des communautés? Pour la réserve de cas où, certains impacts positifs peuvent inclure l'accès plus aisé à une eau propre et sûre, à une alimentation et à un environnement sain, mais aussi le risque, en fonction de la réglementation, de réduire ou d'empêcher l'accès aux aliments et aux médecines traditionnelles issues de la forêt. Afin d'y remédier, il convient d'identifier des stratégies spécifiques permettant d'améliorer le bien-être des populations. L'accès aux médecines traditionnelles peut par exemple être autorisé sur certaines règles et conditions afin que cela n'ait pas d'incidence sur l'état de santé général de la forêt. Les projets SFN doivent examiner si les interventions proposées limiteront ou modifieront les droits des individus ou des groupes d'individus tels que les exploitants forestiers ou agriculteurs à gagner leur vie, y compris grâce à des moyens de subsistance fondés sur les ressources naturelles. Existe-t-il des différences au sein de la communauté en termes de type et d'opportunités de travail? La SFN entraînera-t-elle une perte ou un déclin des moyens de subsistance? Les personnes qui travaillent dans le domaine de l'environnement, telles que les activistes, les membres de comités ou les équipes de surveillance, seront-elles exposées à des risques? Dans notre exemple, la mise en place d'une réserve peut mener à la création d'emplois via le recrutement de gardes forestiers. Mais ces gardes peuvent courir le risque d'être victimes de violences lorsqu'ils sont chargés d'appliquer des règles qui limiteront l'accès de la population aux ressources forestières. Il est donc important de prendre des décisions inclusives et participatives, en particulier avec les personnes les plus exposées, d'examiner les mesures qui peuvent être prises pour réduire l'impact sur les moyens de subsistance locaux et, si possible, concevoir d'autres sources ou formes de soutien, et de veiller à ce que des mesures visant à protéger les personnes qui effectuent des travaux à risque soient mises en place. Une gouvernance participative, équitable, transparente et responsable des SFN implique l'utilisation d'approches qui garantissent que toutes les parties prenantes concernées ont la possibilité de s'engager et de participer concrètement à toutes les questions et décisions susceptibles d'affecter leurs droits, en particulier celles qui sont susceptibles d'être marginalisées. Les voix, les opinions et les suggestions d'autres groupes marginalisés, tels que les jeunes ou les personnes en situation de handicap, sont-elles bien intégrées au processus décisionnel? Le processus décisionnel risque-t-il de reposer sur des perspectives limitées, biaisées ou étroites, ce qui risquerait d'accroître les inégalités sociales et ou économiques entre les parties prenantes? Existe-t-il des différences entre les groupes en matière d'autorité et de processus décisionnel au sein de la communauté? Les femmes et les hommes sont-ils représentés sur un pied d'égalité dans les comités locaux et au sein des organes de décision? Y a-t-il des obstacles qui pourraient limiter la capacité d'un groupe spécifique
à contribuer à la conception et à la mise en œuvre ultérieure du projet. Pour la réserve de cas où, un des impacts positifs pourrait être l'encouragement de relations de travail positives avec les propriétaires terriens et les autorités locales. Un exemple de risque serait de limiter la prise de décision et la consultation aux représentants des trois clans propriétaires des terres, ou encore l'exclusion de la prise de décision des groupes marginalisés du village. Des mesures potentielles à mettre en place peuvent inclure d'assurer une participation active, inclusive et transparente de la diversité des parties prenantes, d'éliminer les obstacles identifiés à une participation et à une prise de décision équitable et inclusive. Ou encore de veiller à ce que les équipes et les partenaires du projet reçoivent une formation sur les approches et méthodes de facilitation et de concertation pour favoriser des prises de décision inclusives. Le projet de SFN doit tenir compte des droits des communautés autochtones et autres communautés traditionnelles et prendre des mesures ou mettre en place des garanties sociales visant à respecter et à protéger leurs droits sur les terres, les eaux, les territoires et les ressources qu'ils possédaient, occupaient ou utilisaient traditionnellement. Y aura-t-il un affaiblissement ou une érosion des structures, des processus ou des droits de gouvernance des populations autochtones, notamment en ce qui concerne le régime foncier sur les terres et les ressources? Le projet conduira-t-il au déplacement des populations autochtones ou des communautés traditionnelles? En cas de déplacement, les indemnisations accordées aux populations autochtones seront-elles justes et équitables? Et ces populations auront-elles la possibilité de retourner chez elles? Les systèmes de savoir traditionnels seront-ils valorisés, affaiblis ou ignorés? Comment le projet SFN respectera-t-il et protégera-t-il les connaissances et les pratiques des peuples autochtones et des communautés locales en ce qui concerne la préservation et l'utilisation durable de leurs terres, territoires et ressources? Y aura-t-il un impact, une restriction ou une perte des droits culturels, y compris des pratiques culturelles? Dans notre scénario, les chefs traditionnels ont identifié et soulevé le problème et ont dirigé la mise en œuvre de la réserve. Et ils ont encouragé les processus de préservation des savoirs traditionnels et culturels, ce qui est positif. Mais cela conduit également à une restriction des droits d'utilisation et d'accès aux ressources de la forêt. Il est donc important de prendre en compte les différents systèmes de savoir et faire participer les groupes concernés, par exemple les populations autochtones, les communautés locales, les femmes ou les jeunes, de conduire un processus de consultation et d'obtention de consentement libre, informé et préalable, et mettre en place des mécanismes de règlement des griefs et litiges. Les projets de SFN doivent favoriser un environnement sûr dans lequel les personnes et les groupes qui interviennent peuvent agir à l'abri des menaces, du harcèlement, de l'intimidation et de la violence. Ainsi, pour un projet de SFN, y a-t-il un risque de provoquer des conflits ou aggraver des conflits existants? Par exemple, au sein des communautés ou entre elles, ou encore entre les communautés et les autorités. Les activités de contrôle, de respect et d'application de la loi seront-elles menées dans le respect des personnes et des groupes sans forme de violence? Les auteurs de délits environnementaux seront-ils traités avec respect et auront-ils accès au système judiciaire? Pour la réserve de cas où, un accès à l'eau, à la nourriture,
Un environnement propre, sûr et sain réduit les conflits liés à la diminution ou à la rareté des ressources, ce qui est positif. Mais des conflits peuvent survenir lorsque les gardes font respecter les règles de la réserve. Les gardes risquent d'être blessés physiquement ou d'infliger des blessures physiques. Il est important de veiller à ce que des mécanismes de règlement des griefs soient en place pour régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent. De veiller également à ce que les systèmes de surveillance, de patrouille et d'application de la loi comportent des procédures visant à protéger les droits de ceux qui travaillent, ainsi que des personnes rencontrées sur le terrain, y compris de celles qui ne respectent pas les règles. Enfin, le dernier aspect à examiner ici, en suivant les 12 droits humains identifiés, concerne les questions de droit, d'équité et de justice intergénérationnelle. Les interventions dans le cadre de la SFN doivent ainsi mettre l'accent sur les avantages à long terme pour les générations futures et tenir compte des coûts et des arbitrages susceptibles d'empiéter sur les droits des générations futures à un environnement sain, voire susceptible de violer ces droits. Dans l'exemple de la réserve, la forêt existe pour les générations futures et favorise le partage des connaissances traditionnelles et culturelles en matière de prévention avec les jeunes. En revanche, à court terme, les jeunes ne peuvent pas utiliser les ressources forestières et doivent chercher des alternatives, y compris pour gagner leur vie. Il faudra ainsi prendre le temps de s'engager auprès des jeunes pour s'assurer que leurs points de vue, leurs besoins et leurs aspirations pour leur avenir sont bien pris en compte dans ce projet de réserve. L'activité suivante propose l'application de ce même outil à un projet spécifique sur lequel vous travaillez. Dans le module 1, activité 2, nous vous avions en effet demandé, à la fin de la formation, de vous pencher sur un projet SFN sur lequel vous travaillez ou auquel vous avez participé et de cartographier la façon dont les droits humains étaient renforcés ou soutenus par ce projet. Maintenant, en partant du même exemple, ainsi que de votre analyse des impacts sur les droits humains, réfléchissez aux 12 droits qui pourraient se trouver menacés par la mise en œuvre de ce projet. Réfléchissez à la façon dont vous allez vous adresser à la population concernée pour obtenir les informations nécessaires à l'évaluation des risques. À l'aide des questions d'évaluation des risques de l'activité précédente, appliquez ces questions aux droits identifiés comme étant menacés en raison de la mise en œuvre du projet. Comment les risques peuvent-ils être atténués ou minimisés grâce à ce projet ? La dernière partie de cette présentation porte sur le lien entre évaluation des risques pour les droits humains et système de gestion environnementale et sociale, ou SGES. Les systèmes de gestion environnementale et sociale désignent des approches méthodologiques qui fournissent un cadre permettant aux organisations d'identifier des risques et leurs impacts potentiels tout au long du cycle d'un projet. C'est un terme utilisé par les organisations et agences de développement pour désigner les politiques, les normes et les procédures opérationnelles conçues pour identifier, éviter, atténuer et minimiser les impacts environnementaux et sociaux négatifs. Un système de gestion environnementale et sociale est conçu pour que les projets respectent les normes environnementales et sociales des organisations et des parties prenantes au projet. Comme pour notre analyse des droits humains, un SGES permet d'identifier les risques, mais aussi les opportunités de renforcer les garanties environnementales et sociales. Cette évaluation doit être effectuée dès les premières étapes de la conception du projet, puis suivie et évaluée tout au long du cycle de vie du projet. Les systèmes de gestion environnementale et sociale sont généralement basés sur des principes tels que le respect des droits humains et des garanties spécifiques pour certains droits sociaux et environnementaux, notamment le respect, la protection et la promotion des droits humains, l'égalité entre les genres et le changement climatique. Une évaluation des risques en matière de droits humains peut ainsi être intégrée et renforcer les SGES.
Nous voici au terme de cette présentation sur l'évaluation des risques en matière des droits humains dans les solutions fondées sur la nature des îles du Pacifique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation et d'avoir mené les activités associées, en espérant que cela vous a été utile et formateur. Vous pouvez retrouver des conseils plus détaillés et l'ensemble des questions proposées dans ce module sous forme d'une checklist dans l'outil permettant d'évaluer les risques pour les droits humains pour renforcer les solutions fondées sur la nature dans les îles du Pacifique développées par le PROE dans le cadre de l'initiative Kiwa. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce deuxième module. N'hésitez pas à contacter l'équipe Kiwa si vous avez des retours ou des questions sur cette formation.